On va commenter par ces petites phrases d'Emmanuel Macron qui peut-être vous a fait bondir, chers amis auditeurs et téléspectateurs, un président déconnecté. On va l'évoquer évidemment lors de cette discussion. On va commencer par l'écouter. Alors, il n'a pas redit exactement la même phrase, parce que cette phrase, il l'avait prononcée sur le lavage de cerveau en presse écrite. Là, il a évoqué un effet de la violence qui viendrait des divisions de nos débats publics. Écoutez le président Macron, puis après, on écoutera le père de Benoît, qui est mort il y a une semaine à Dax. Puis on verra l'abysse qui sépare les deux discours. D'abord Emmanuel Macron. On vit dans une société qui a des défis. On a un défi démographique, écologique, technologique, d'unité du pays, parce qu'il y a en effet de la violence, mais qui vient aussi de division, qui vient... Bon, tout ça sont des problèmes de fond. Et moi, je trouve dans nos débats publics, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent, et pas assez aux débats qui nous permettent collectivement de faire mieux. J'espère que vous avez écouté le président et pas la mouette au-dessus, mais Joseph Massescaron. Tellement fake, pardonnez-moi, mais quand il parle de débat, la seule chose qui l'intéresse et qu'il va à la rencontre des Français, ce sont des interminables monologues. Enfin, très, très franchement, le débat, il ne le connaît pas. La confrontation d'idées, on s'intéresse à ce qui va mal, aussi le dire. Entendre ça, il y a un moment où c'est pas possible. Et comme on l'a dit dernièrement, tout le monde d'ailleurs le pense, il va falloir encore entendre ça pendant 2 ans. Ça va être long. Putain, c'est long, 2 ans. Patrick Martin-Chenier, ça me rappelle quelque chose. Ça affecte la crédibilité de l'image présidentielle. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, c'est normal. Il n'y a pas que du mal en France. On réussit des choses, n'est-ce pas? Mais effectivement, je crois qu'à un moment donné, la violence devient... la violence, les crimes, la criminalité, l'insécurité deviennent un sujet majeur pour notre société. Et je crois que si on n'arrive pas à se saisir de cette problématique, c'est très grave pour les années qui viennent, effectivement. Aller dire à des parents dont les enfants ont été sauvagement assassinés ou à d'autres qui sont agressés dans la rue pour quelque motif que ce soit, notamment de religieux, que c'est une banalité. Non, on ne peut pas banaliser ce genre de choses. C'est très grave. Et je crois qu'il faut se saisir de la gravité de la situation. Et pas la mépriser, la balayer d'un revers de la main. Eugénie, puis après on écoutera le papa il me semble du qu'on jeune demande Benoît. aux politiques précisément de s'occuper de ce qui va mal en réalité. Enfin, on ne demande pas aux politiques de s'occuper de ce qui va bien. Et d'ailleurs, les Français affichent généralement des hauts taux de bonheur privé, mais ils sont inquiets pour leur pays au niveau public. Ils sont inquiets pour l'avenir de leur pays, mais au niveau privé, ils sont assez heureux en réalité. Et je trouve que ça montre... Enfin, et je voudrais revenir sur la phrase qu'il a dit dans Le Parisien, sur effectivement ces faits divers. Il qualifie, il dit qu'on brainwash les Français au sujet de l'invasion et des faits divers. Alors, on a l'impression que c'est à chaque fois dans Le Parisien qu'il se lâche, Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de la phrase sur emmerder les non-vaccinés, aussi dans Le Parisien, avec une espèce de morgue et de mépris. À chaque fois, il dit qu'il arrêtera d'avoir ces petites phrases et il continue de les avoir. Et pour moi, cette phrase est l'une des plus graves qu'il ait prononcées pendant son c'est 8 ans de mandat. Oui, c'est 8 ans de mandat. Et je trouve qu'elle révèle un mépris extraordinaire, comme si finalement l'écologie, il y aurait les grandes personnes qui parleraient d'écologie, et puis il y aurait les démagogues et les Français ordinaires, les agitateurs, qui s'intéresseraient à l'insécurité, alors que c'est évidemment une préoccupation majeure des Français, qui est devant l'écologie d'ailleurs dans les préoccupations majeures des Français. Je vais vous passer la parole, mais j'aimerais juste qu'en effet de miroir, on écoute le papa de Benoît. Il s'appelle Thierry, son garçon avait 17 ans, pardon. Il a été poignardé à mort la semaine dernière à Dax par un autre mineur de 16 ans. Donc peut-être fait-il partie de ces faits divers dont parle le président de la République. Écoutez ce qu'a dit Thierry lors d'un rassemblement vendredi pour rendre hommage à son fils qui aurait dû avoir 18 ans. Je vous remercie du fond du cœur. On vous remercie du fond du cœur, Maëva et Marina, pour Benoît, notre enfant, notre fils, qui allait avoir 18 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Et encore une pensée très forte pour Benoît. Et encore merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup. Pour ce témoignage, il y a des paroles très dures aussi qu'il a prononcées. Comment est-ce que c'est supportable pour un père qui vient de perdre son fils comme ça, d'entendre le président dire « ce ne sont que des faits divers, Louis Dragnel ». Mais c'est insupportable pour lui comme pour la veuve. Je me souviens d'Éric Comines qui avait dit, vous vous souvenez, le 28 août 2024, à l'occasion
d'un discours qu'elle a prononcé à l'occasion de la mort de son mari. Elle dit « La France a tué mon mari » en raison de son laxisme. Et encore une fois, c'est un discours extrêmement politique, puissant, politique dans le bon sens du terme. Et c'est des discours qui se multiplient, qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, on entendait « Vous n'aurez pas ma haine, je fais confiance à la justice de mon pays ». Il n'a plus du tout. C'est maintenant, en fait, on arrête les bêtises et c'est absolument insupportable, je pense, pour toutes ces familles de victimes, d'écouter effectivement Emmanuel Macron. Je pense qu'en plus, qui fait de la rhétorique, qui s'amuse à faire des bons mots. Et effectivement... Non, mais il dit que la violence vient des divisions. Et puis qui a divisé? Attendez, qui a la responsabilité de l'unité du pays? Non, mais s'il y a une responsabilité du président de la République, c'est l'unité de son pays. Et quand vous êtes le garant de l'unité de votre pays, vous n'hésitez pas entre choisir le Hamas et défendre un pays comme Israël qui a été attaqué par une attaque terroriste. Quand vous êtes président de votre pays, vous parlez pas, vous dites pas qu'on va emmerder une partie des Français. Eugénie Bastien en parlait, les non-vaccinés. Quand vous êtes garant de l'unité de votre pays, vous ne pouvez pas parler des Français ou une partie d'entre eux comme de Gaulois réfractaires. Et pareil, de la même manière, quand vous êtes garant de l'unité de votre pays, quand vous dites quelque chose, il faut le faire. Ou au moins vous essayez de le faire. Et je pense qu'il y a la violence est encore plus forte, la déception est encore plus profonde chez les Français, et donc la colère aussi. Parce que Emmanuel Macron a beaucoup promis sur la sécurité, sur l'immigration. Il avait promis l'exécution de 100% des OQTF d'ici à la fin de son premier quinquennat. On est péniblement à 12%. Et si vous voulez, il y a une litanie comme ça de faits. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, confronté à l'échec de son bilan sécuritaire, essaye de s'en sortir avec des pirouettes, en faisant des blagues, en expliquant qu'en gros c'est un sujet bas de gamme. La sécurité, mais qu'on aime le drame permanent. Voilà. On a une passion pour le drame permanent. Mais c'est lui qui nourrit le drame permanent, Emmanuel Macron. Non, mais même en faisant ce genre de phrase, alors qu'il est en train de parler des océans et de la préservation de la planète, c'est lui qui participe à raviver la flamme, à remettre le couteau dans la plaie. Et je trouve qu'il a une responsabilité extrêmement importante, à la fois dans le bilan catastrophique qu'il porte sur ces sujets-là, et aussi dans l'espèce d'énervement, l'excitation, l'espèce de climat malsain qui est entretenu dans le pays avec des gens qui sont très en colère. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais c'est une gifle, en fait, envoyée à la figure de toutes les victimes de la violence dans ce pays au père de Benoît. Souvenez-vous, ce pompier, il y a quelques jours à peine, un jeune homme lui fonce dessus, le renverse délibérément, s'arrête, descend de la voiture et va cracher sur le corps de cet homme inconscient. Enfin, comment le président de la République peut-il balayer ça d'un revers de la main, comme s'il ne s'agissait que de vagues faits divers parce qu'une voiture est tombée dans un fossé ou on a volé une poule ici ou là. Enfin, on voit bien qu'on est arrivé à quelque chose d'autre. Et malheureusement, je pense que les deux mamelles du macronisme sont le cynisme et le machiavélisme. Parce que le pire, c'est qu'il ne dit même pas comme ça, comme le fruit d'une analyse politique sur la situation du pays. Il est en réalité en train de s'en prendre à ses héritiers potentiels. Parce que qui, ces derniers temps, a été le plus sévère, finalement, avec le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron? Gabriel Attal, qui a dit que le macronisme était un échec total sur le régalien. Il l'a dit il y a une dizaine de jours à peine, qui vient de publier un livre en disant qu'il était en colère, justement, face à tout ce qui n'est pas fait dans le pays. Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a dit qu'il n'y avait plus d'endroit safe en France. Gérald Darmanin, un autre pilier du macronisme. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En réalité, il est en train non seulement d'essayer de détourner l'attention, mais il est en train d'essayer de les pourrir, parce qu'il sait très bien ce à quoi il joue. C'est pour ça que je parlais de Machiavelli, parce qu'il sait très bien que les Français, quand ils entendent ça, ça les exaspère, ça les met en colère. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met une pierre dans la machine. Il joue délibérément le jeu des partis populistes du Rassemblement national ou de candidats, justement, plus à droite, pour plomber ses propres héritiers, parce que comme tous les monarques républicains, il ne veut pas avoir de successeurs. Patrick Martin-Jeannier. Il met aussi en difficulté M. Retailleau, qui essaye de faire un... Et Gérald Darmanin, tout le monde. Gérald Darmanin. Donc ça, c'est quand même difficile de voir un président qui finalement prend le contre-pied de ce qu'essaye de faire son gouvernement. On écoute juste François-Olivier Gisbert, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, qui dit que finalement, sa parole n'a plus grande importance. Je pense que sa parole n'a plus grande importance. Si vous voulez, c'est ça aussi la réalité, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez raison, c'est insultant, méprisant, mais en même temps, je pense que les Français ne l'écoutent plus. Enfin, c'est du bruit, vous voyez, il dit une chose, il va dire son contraire. Toute l'idée, d'ailleurs, on a le sentiment, c'est toujours d'occuper l'écran, d'occuper l'espace, d'être sur la photo. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut toujours être sur la photo, avec Trump, avec ceci, avec Poutine, tout ce qu'on veut. Mais tout ça n'a pas de sens. C'est pas ça la politique. La politique, c'est s'occuper des problèmes. Vous savez, on a des problèmes en France. Là, on a des problèmes en France, nous dit François-Olivier Gisbert, qui connaît un peu la politique française. Non, mais François-Olivier Gisbert a Louis raison. Dragnel. Et le spectacle, c'est quand même un Emmanuel Macron et globalement beaucoup de membres du gouvernement
qui aujourd'hui promettent des choses qui ne se produisent jamais. Enfin, moi, j'ai jamais vu un décalage aussi fort entre ce qui est dit et la réalité des faits. Il y a une seule chose qui fonctionne, et là, pour le coup, tout le monde en est bien conscient, c'est dès qu'il y a une dépense qui est engagée, ça, elle est toujours dépensée. Ça, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Mais ce qui est frappant aussi, c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous explique demain il fera plus beau demain, ce sera mieux, voilà ce que vous aurez. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Non mais regardez les promesses du gouvernement, mais même j'élargis, je sors d'Emmanuel Macron, les 40 milliards d'euros d'économie, mais honnêtement, je pense qu'il y aura zéro. Non mais sur tous les sujets de fermeté, il n'y aura rien, il n'y a pas une loi qui est passée. Désespéré, on fait un nid de Pentecôte. Non mais attendez, alors oui, la flamme de l'Esprit Saint. Mais oui, vous devriez être porté par l'espérance. Mais non mais regardez les débats, les prises de parole des ministres à l'Assemblée nationale. On a l'impression que c'est des commentateurs comme nous, sauf que nous, on n'a pas la tête d'administration. Et ils disent non mais il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas un projet de loi qui passe à l'Assemblée nationale. Allez, dernier mot de Patrick Martin-Genier avant la pause. Non, mais sur les économies, on sera obligé d'en faire. Rappelez-vous qu'il y a des rumeurs que le Fonds monétaire international pourrait arriver en France, quoi qu'on en pense. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une crédibilité du politique, il y a des décisions extrêmement dramatiques, fermes à prendre, qu'il s'agisse en matière d'économie ou de sécurité. Et je crois qu'on ne peut plus tergiverser. On ne peut plus attendre la prochaine élection présidentielle. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant, ouais. Alors, Joseph, rapidement, Eugénie. Juste parce que même si on va en parler, moi, ce qui me frappe, c'est que à chaque fois, il est à côté. À chaque fois qu'il parle, il est à côté. Quand il dit, par exemple, lorsqu'il parle des ressortissants français qui sont partis avec Rima Hassan, et qu'il dit à Israël, attention, hein, je veux qu'ils reviennent en France. Nos ressortissants. Attention, nos ressortissants. Personne ne veut les garder. J'aurais aimé quand même que sur Boualem Sansal, par rapport à l'Algérie, il ait exactement le même type de discours. Vous avez et évidemment, il est aux abonnés absents. Entièrement raison. Qui voulait prendre la parole avant la pause? Non, Eugénie. Ok. Alors, petite pause. On se retrouve dans un instant. Nous fêterons avec Henri Guénaud le premier anniversaire de la triste dissolution qui a plongé le pays dans les abysses. Je ne sais pas si Henri Guénaud fêtera cet événement. Non, mais on va le fêter. Nous non plus. On va le commémorer. Mais c'est vrai que si on est aussi dans ce marasme, c'est à cause de ça. Mais bien sûr. Pas que à cause de ça, mais en grande partie. Allez, à tout de suite en punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous.